Bonjour, aujourd'hui je vais aborder le sujet du taux de change et des choix qui s'offrent à une économie, à des autorités. Alors normalement le taux de change est fixé et déterminé par l'État, mais en pratique il y a marché d'échange, des devises qui sont échangées sur un marché d'échange où intervient la Banque centrale. Donc on va essayer de voir comment s'articulent ces deux autorités et quels sont les choix qui leur sont offerts par rapport à des objectifs, normalement, de stabilité, de croissance, et les objectifs et de lutte contre l'inflation en ce qui concerne la Banque centrale. Alors pendant très longtemps, le problème du taux de change ne s'est pas vraiment posé. Euh, la monnaie, c'était des pièces. Et puis, il y avait une sorte de référentiel ultime qui était l'or. Et puis, le taux de change, il y avait des pays où on ne dévaluait pas, on faisait en général ce qu'on appelait des réformations, c'est-à-dire on rappelait le stock de monnaie, et puis avec la même quantité de pièces, on diminuait la quantité de métal précieux qu'il y avait dans chaque pièce et on obtenait davantage de pièces, ce qui fait que d'une certaine façon c'était une dévaluation. La valeur de la pièce était moins importante que ce qu'elle avait été précédemment. Et en réalité, la question s'est posée à partir du XVIIIe, XIXe siècle, quand on a décidé effectivement non seulement d'avoir de moins en moins de pièces métalliques en tant que monnaie de circulation, et puis quand on a décidé d'adopter les talons or. De la période précédente, il n'est resté à titre anecdotique qu'une expression, la monnaie qui était fiable, la monnaie qui était sûre. Pendant très longtemps, c'était la monnaie héritée de l'Empire romain, le solidus. Et le solidus à Constantinople était fabriqué dans un atelier qui était situé dans l'ancienne Byzance. Et donc on appelait cette monnaie le besan, puisque c'était la monnaie fabriquée à Byzance. Et il en est resté une expression, c'était une monnaie solide, c'était une monnaie dont le taux était, la quantité d'or était fixe, n'était pas manipulée par l'autorité impériale. Et donc on disait de quelque chose de solide et de sûr que ça vaut son besan d'or. Bon, maintenant, comme plus personne ne sait où est Constantinople, ni où est Byzance, tout ça c'est devenu son pesant d'or, mais les vrais puristes savent que ça vaut son pesant d'or, est une expression qui est totalement infondée. La vraie expression, c'est ça vaut son besan d'or. Alors revenons à la période précédente, qui est la période de 1840-1844, on introduit les talons or, et la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on est obligé de conserver un élément fixe, une quantité fixe d'or par rapport à l'unité monétaire choisie. Est-ce que la dévaluation est quelque chose d'acceptable ou pas? Pendant tout le 19e siècle, on nie la possibilité de dévaluer et les pays qui sont en situation de déficit extérieur, de déficit commercial, dont les prix sont trop élevés, eh bien, doivent baisser leurs prix. Se met en place un mécanisme de cycle, qui est un mécanisme de cycle des affaires, qui a été assez bien décrit au XIXe siècle. Et ce mécanisme de cycle, par la fixité du taux de change, se résume en une sorte de losange. On a une balance commerciale. Cette balance commerciale est déficitaire. Et donc, si elle est déficitaire, à ce moment-là, eh bien, on est obligé de donner de l'or au pays à qui on a acheté. Donc, la quantité d'or diminue. Et comme la quantité d'or diminue, eh bien, la masse monétaire diminue et les prix se contractent. Et donc, on rentre dans une période qui est une période de déflation. À ce moment-là, les prix ayant baissé, eh bien, la balance commerciale devient excédentaire. Et puisque la balance commerciale est excédentaire, la quantité d'or augmente. Comme la quantité d'or augmente, eh bien, la pression sur les prix va se traduire par de l'inflation. Et ce passage par l'inflation conduit à une balance commerciale qui est de nouveau déficitaire. Et donc il y a un cycle monétaire qui a été plus ou moins théorisé autour de la personne de Clément Juglar, qui est un économiste analyste français, qui a été un des premiers à donner un cours d'économie en France, Sciences Po, à l'école libre des sciences politiques, comme on disait à l'époque. Et donc ce cycle est un cycle qui repose sur le fait qu'on va passer par la déflation et par l'inflation.
Et à partir du XXe siècle, on se dit la période douloureuse, qui est la période de déflation, est une période qui est douloureuse sur le plan économique, mais qui peut devenir dangereuse sur le plan politique. Déflation, c'est baisse des prix de tous les prix, y compris le prix du travail. Et donc, ce schéma-là devient un schéma qui suppose l'acceptabilité de la baisse des salaires. Or, il est assez naturel de comprendre que pour beaucoup de gens, ce n'est pas acceptable. Même si le pouvoir d'achat, lui, est préservé par la baisse des prix, la baisse du salaire devient assez vite insupportable. C'est ce que vont théoriser les économistes du XXe siècle, et notamment Keynes. Et tous ces économistes vont s'appuyer sur un rapport qui est publié dans les années 20 par un économiste suédois qui s'appelle Gustav Cassel, qui dit qu'il faut garder un étalon monétaire, il faut garder des changes fixes entre les différentes monnaies, il faut qu'on ait une lisibilité de l'évolution des investissements que l'on a pu faire dans un pays au travers de la référence monétaire ultime qu'est l'or. Mais de temps en temps, il faut dévaluer, il faut corriger. Et donc, le XXe siècle va théoriser l'idée de change fixe par rapport à une quantité d'or. Et ces changes fixes doivent être ajustables, c'est-à-dire de temps en temps, lorsqu'il y a des différences de prix considérables entre les pays, lorsqu'apparaissent des déficits de la balance commerciale, eh bien, au lieu de passer par une phase de déflation pour faire baisser les prix, pour rétablir la compétitivité de l'économie, on va passer par une phase de dévaluation. Donc à partir de ce moment-là, le taux de change devient ajustable. L'idée qui va être mise en avant, c'est dans quelles conditions on va pouvoir ajuster. Est-ce qu'on a intérêt à ajuster? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à laisser le marché ajuster lui-même le taux de change? Si Cassel dit qu'ils doivent être ajustables, la question qui se pose, c'est qui décide de l'ajustement? Et donc Cassel dit la bonne méthode, c'est de faire un taux de change lié à la parité des pouvoirs d'achat. Donc la parité des pouvoirs d'achat, j'écris ça parce que on le trouve PPA, mais en anglais, c'est la parité des pouvoirs d'achat, donc parité pouvoir c'est un P, et achat c'est purchase. Et donc le purchasing power, le pouvoir d'achat, purchasing power parity, la PPP. Donc dans les manuels plus ou moins anglicisés, on parle de PPP. Et donc on a un système qui est un système à peu près cohérent dans lequel il y a cette idée qu'on garde un étalon, on garde une référence. Les taux de change sont déterminés par rapport à cet étalon, ils sont fixes. Mais dès qu'on s'éloigne de la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire dès que les prix conduisent, les niveaux de prix conduisent à des déficits commerciaux, dès qu'un pays a un niveau de prix qui est trop élevé par rapport à l'ensemble du commerce international, eh bien, il faut corriger pour rétablir le véritable prix, pour rétablir un niveau de prix qui soit conforme à la réalité de l'ensemble des pays avec qui il commerce. Ça dure un certain temps et on en arrive à la situation actuelle. Dans la situation actuelle, on le voit bien, il y a des endroits où il y a des changes fixes, c'est-à-dire des monnaies qui sont définies par rapport à d'autres monnaies. Il n'y a plus d'or. L'or a été évacué du système en 1976, après 5 ans de tergiversation entre le mois d'août 1971, où le président Nixon, le président des États-Unis, décide de suspendre, au début c'est temporairement, la parité or du dollar, et 1976, où au sommet du Fonds monétaire international, les pays qui sont là se mettent d'accord pour ne plus utiliser l'or comme référence. Et dans ce système qui se met en place, eh bien, il y a des pays qui gardent entre eux un taux de change fixe. Il y en a même qui vont encore plus loin, ils adoptent exactement la même monnaie. La France, l'Allemagne, l'Italie, les pays de la zone euro, ils ont la même monnaie, donc ils ont un change fixe entre eux, alors qu'ils n'ont pas exactement les mêmes conditions économiques. Et puis, il y a ceux qui adoptent un change flottant, et ça, c'est l'euro par rapport aux États-Unis. C'est beaucoup de pays, mais il y a encore des pays qui sont en change fixe. Et donc, la question qui va se poser, que se sont posées les économistes à partir des années 60-70, c'est
quel est le bon système? Est-ce qu'il faut des changes fixes, des changes flottants? Et quels sont les paramètres qui vont conduire à faire un arbitrage entre changes fixes et changes flottants? Alors la théorisation de tout ça a été et est toujours associée à un économiste canadien qui a eu le prix Nobel, qui s'appelle Robert Mundell. Donc Robert Mundell a mis au point ce qu'on appelle un triangle d'incompatibilité. Et donc Robert Mundell, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, quand on regarde le taux de change, c'est le prix d'une certaine quantité, et cette quantité, c'est la monnaie. Et cette quantité, ce concept, cet outil économique, puisqu'il a un prix, il a donc effectivement une quantité mesurable. Donc le premier arbitrage, c'est l'arbitrage, les premières conditions d'organisation du système, ça va être sur l'arbitrage entre le prix et la quantité. Est-ce que les gens qui interviennent dans le système, est-ce que le marché qui est appelé in fine normalement à réguler l'économie, est-ce qu'il va porter ses efforts, son attention, son mécanisme de régulation sur le prix ou sur la quantité? Donc on va faire déjà un premier arbitrage où on va mettre les quantités et ensuite le prix. Sauf que Mundell dit le prix d'une monnaie, il est double. Il y a le prix dans l'espace, ça c'est le taux de change, c'était alors le prix par rapport à une autre monnaie. Et puis il y a le prix dans le temps, et ça, le prix d'une monnaie dans le temps, c'est le taux d'intérêt. Et donc il y a deux prix. Un prix espace, que j'appelle le taux de change, et un prix temps, qui est le taux d'intérêt. Eh bien, je trouve et je vois apparaître un triangle. Et donc, la question que va se poser Mundell, c'est quel est le meilleur choix possible pour une économie et quelles sont les opportunités et quelles sont les options offertes. Alors, en termes de quantité, il y a deux options. Il y a ce qu'on appelle la liberté de circulation des capitaux, c'est-à-dire on laisse la monnaie entrer, sortir, circuler à la surface du pays, d'où qu'elle vienne et où qu'elle aille. Cette liberté de circulation des capitaux, on appelle ça la convertibilité de la monnaie. Convertibilité interne, c'est-à-dire que la monnaie en question permet d'acheter dans les magasins du pays. Convertibilité externe, la monnaie en question permet d'acheter dans les magasins d'un autre pays via un échange de la monnaie contre la monnaie du pays en question. Donc la convertibilité interne, c'est vous rentrez dans un magasin, vous achetez ce que vous voulez sans que personne ne vous demande quoi que ce soit. Convertibilité externe, eh bien, vous allez chez un changeur, vous avez des euros, et puis convertibilité externe sur le dollar, vous lui dites je veux des dollars, il vous donne les dollars, et à ce moment-là, vous pouvez acheter aux États-Unis tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un premier mode de fonctionnement. Cette convertibilité de la monnaie s'oppose à l'absence de convertibilité, c'est-à-dire à des règles qui vont être mises en place par les États sur l'utilisation de la monnaie qui circule sur leur territoire. Alors, sur la convertibilité interne, en général, elle est garantie par les États, mais la convertibilité externe, les États peuvent s'opposer à cette convertibilité externe, et à ce moment-là, on dit qu'il y a un contrôle d'échange. Donc, première chose, convertibilité versus contrôle d'échange. Bon, pour les affaires, quelle est la meilleure solution? Bref, c'est la convertibilité. Quand vous êtes un investisseur, si vous avez placé de l'argent dans un pays, vous avez intérêt à pouvoir le récupérer sans que l'État vienne vous dire « Ah non, 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 mais pour le récupérer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut donner de l'argent à machin, il faut donner de l'argent à du schmoll. » Donc, la bonne solution pour un pays, pour l'économie, c'est d'avoir la convertibilité de la monnaie. Le contrôle d'échange, il va être là dans les pays qui, justement, ne veulent pas perdre une partie de leur substance monétaire, qui veulent garder sur leur territoire une partie de leur substance monétaire. Et on constate qu'il y a des pays en contrôle d'échange. La Chine, par exemple, qui est la deuxième économie du monde, a encore un contrôle d'échange. Alors il est assoupli, il y a des éléments qui permettent de faire circuler la monnaie d'une façon plus ou moins facile, mais il y a un contrôle d'échange. Deuxième élément, sur les prix. Quelle est la meilleure solution? Soit le taux de change est fixe,
C'est-à-dire vous avez droit à une certaine quantité de dollars, une certaine quantité autrefois d'or. Et donc vous voyez l'avenir. Si vous savez ce à quoi vous avez droit, ben, vous pouvez investir, vous pouvez préparer votre investissement dans un cadre intellectuel stable. Donc, vous avez intérêt à avoir un change fixe. Sinon, eh bien, votre monnaie a une parité qui bouge tout le temps, le taux de change bouge tout le temps. On dit qu'il flotte, et vous avez un change flottant. Alors, quel est l'intérêt de l'entrepreneur, de l'économie? C'est d'avoir la lisibilité, donc un change fixe. Et pourtant, il y a des gens qui sont en change flottant. Donc, il va falloir qu'on regarde ça de près. Quant au taux d'intérêt, eh bien, le taux d'intérêt, il sert à quoi? Le taux d'intérêt, pour la Banque centrale, c'est son outil privilégié pour lutter contre l'inflation. Et donc, il faut que la Banque centrale puisse fixer elle-même son taux d'intérêt. C'est-à-dire quelle est la liberté de fixation, donc fixation nationale du taux d'intérêt, parce que chaque pays a son inflation, a son niveau d'inflation, et donc il faut pouvoir fixer son niveau de taux d'intérêt en fonction de ce niveau d'inflation. Mais sinon, eh bien, on adopte la politique monétaire, les taux d'intérêt d'un autre pays, donc c'est fixation internationale du taux d'intérêt. Là aussi, on a des exemples. Régulièrement, au Danemark, on se pose la question de savoir est-ce qu'on va rejoindre ou non la zone euro. Et donc on pose la question aux Danois qui, régulièrement, répondent non. Enfin, lors du dernier référendum sur le sujet, on a quand même demandé au gouverneur de la Banque centrale du Danemark quelle différence concrète il y aurait entre une situation où le Danemark serait dans la zone euro et la situation actuelle où la couronne danoise est extérieure à la zone euro. Et il a répondu, la différence c'est une demi-heure. Le journaliste qui lui pose la question est un peu surpris. Il lui demande de préciser sa pensée. Et il dit, écoutez, j'ai exactement la même politique monétaire que la Banque centrale européenne. Je fais exactement la même chose. Si j'étais dans la zone euro, je le saurais, mettons, le jeudi à 15h. Là, il faut que j'attende le communiqué et le coup de fil de courtoisie que passe la Banque centrale européenne à mon égard. Et donc, il y a une demi-heure entre le moment où la décision est prise à Francfort et la décision où je la prends et où je l'applique. Donc, il reconnaît lui-même qu'il applique exactement la même politique monétaire, le même niveau de taux d'intérêt que la Banque centrale européenne. Ça veut dire concrètement que la bonne solution, c'est d'avoir la convertibilité des changes fixes et une fixation nationale des taux d'intérêt. Et concrètement, sur le terrain, on voit qu'aucune banque centrale, aucun pays ne dispose de ce système. Alors ce que dit Mundell, c'est qu'en fait, il y a incompatibilité. C'est-à-dire que si on en a deux, on ne peut pas avoir le troisième élément optimal. Si on a la convertibilité et des changes fixes, on a forcément la politique monétaire des gens avec qui on est en change fixe. Si on a la convertibilité et la fixation de ces taux d'intérêt, eh bien, comme les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes que ceux des autres pays, puisque les taux d'intérêt sont fonction de l'évolution objective ou anticipée de l'inflation, eh bien, les changes sur le marché des changes vont être déterminés par cette différence de taux d'intérêt. Et il va y avoir des périodes où, comme les taux d'intérêt sont très élevés, les gens se disent « bon, je vais acheter de cette monnaie parce qu'elle est bien rémunérée ». Et donc, il va y avoir un déséquilibre qui va apparaître sur le marché des changes. Et le taux de change de la monnaie va se mettre à bouger. Il va être impossible de maintenir le change fixe. Et puis, si on veut maintenir ce change fixe, c'est-à-dire faire en sorte que sur le marché des changes, il y ait stricte égalité entre votre monnaie et les autres monnaies demandées et offertes. Si on veut garder ces taux d'intérêt en fonction de l'inflation, c'est-à-dire faire en sorte que les mouvements ne soient pas directement liés à l'évolution de ces taux d'intérêt, eh bien, il faut empêcher les gens de se porter sur ce marché. Il faut mettre des conditions sur le fonctionnement du marché des changes. Alors, je vais juste illustrer ça de façon très simple, et puis ensuite, j'en arriverai à la conclusion de ce triangle d'incompatibilité. Je vais prendre une situation où j'ai deux pays, le pays 1 et le pays 2, qui sont
liberté de circulation des capitaux, convertibilité, change fixe, et ils fixent même leur politique monétaire, leur niveau de taux d'intérêt. Je suppose que dans le premier pays, j'ai une monnaie, j'ai 100 M1, et que le taux de change, c'est 1 pour 1 avec la monnaie du pays 2. Et donc, j'ai 100 que je peux transformer sans difficulté en 100 M2. Alors, je me mets dans une situation où, grosso modo, j'ai change fixe, donc change fixe. Et puis, j'ai de l'inflation. Alors, le taux d'inflation, j'ai, mettons, ici 2%, et ici 10%. Bah, si j'ai de l'inflation, ce qu'on apprend normalement en théorie économique, c'est que quand il y a de l'inflation, il faut faire monter les taux d'intérêt pour casser le crédit, pour casser la dynamique de création de monnaie. Et donc ici, je vais avoir un taux d'intérêt, et je fixe mes taux d'intérêt, j'ai liberté de fixation. Donc ici, je maintiens un taux d'intérêt à 2%, mais ici, je vais maintenir un taux d'intérêt à 12%. Que fait n'importe quel investisseur normalement constitué? Il commence par emprunter 100 en monnaie 1. J'emprunte. Je convertis en 100 en monnaie 2. Je place. Au bout d'un an, j'ai 112. Je repars vers là, j'ai 112 M1 puisque le change est fixe. J'ai emprunté 2%, je dois 102. Il me reste 10. Et donc, c'est vraiment gagner de l'argent en dormant, comme aurait dit un ancien président de la République. On gagne de l'argent sans effort. On gagne de l'argent, on déséquilibre le système avec une masse d'emprunt qui est sans limite, qui va se porter ici, donc un apport de monnaie dans le pays qui en a déjà trop. Et on gagne de l'argent sans investir, simplement sur des différences de taux d'intérêt et des règles en usage. Et donc le système est assez vite impossible à gérer. Donc les trois, change fixe, liberté de fixation des taux d'intérêt malgré l'inflation et liberté de circulation des capitaux, conduisent à la catastrophe. Et donc, on ne peut avoir que 2 sur les 3. Alors à ce stade, 2 remarques pour conclure. Les Européens, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi d'avoir des changes fixes et la même quantité de monnaie en circulation. Résultat, ils ont les mêmes niveaux de taux d'intérêt. Normalement, le taux d'intérêt de la Banque centrale est le même. Et à terme, le taux d'intérêt global de l'ensemble de la zone économique doit être le même. C'était le cas en 2007. En 2007, sur les dettes publiques, le taux d'intérêt de l'Allemagne était de 4,5% et le taux d'intérêt de la Grèce de 4,7%. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que ça signifie qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer une discipline sur l'inflation pour avoir des politiques monétaires cohérentes, puisqu'ils auraient les mêmes niveaux d'inflation? Ce n'est pas le cas. Et donc, ce que traduit cette différence de taux d'intérêt, c'est l'idée, quelque part, que quantité et change fixe n'est pas pérenne. Grosso modo, la zone euro sera sûre d'elle-même lorsqu'on aura de nouveau un niveau de taux d'intérêt à peu près cohérent, c'est-à-dire un niveau de taux d'intérêt proche pour tout l'ensemble des pays, signifiant ainsi que le change fixe est vécu comme étant pérenne. Deuxième cas, les Américains et les Européens ne sont pas d'accord sur la façon de traiter l'inflation. Donc ils ont des taux d'intérêt qui changent, il y a une liberté de circulation des capitaux, et donc chaque jour, la presse économique se gargarise du taux de change euro-dollar, avec à chaque fois une explication différente pour démontrer combien ils avaient prévu quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout envisagé. Quoi qu'il en soit, si on veut revenir à un système dans lequel il y aurait un change fixe entre l'euro et le dollar, eh bien, il faudra que les Américains et les Européens se mettent d'accord sur leur politique monétaire, c'est-à-dire sur le taux d'inflation qu'ils sont prêts à accepter.
Pour l'instant, ils ont beau dire qu'ils ne veulent pas d'inflation, il y a toujours, à moyen et long terme, des divergences sur l'évolution de l'inflation dans les deux pays. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'économie, c'est pas magique. À un moment donné, il faut faire des choix qui sont dans des choix d'incompatibilité, dont le triangle de Monel est un des exemples les plus aboutis.